Salut à tous, il y a quelques jours j'ai fait une vidéo sur le contexte historique du prochain Assassin's Creed et pour suivre l'actualité du jeu vidéo, je me suis dit qu'on pourrait faire pareil mais pour Ghost of Tsushima. Le jeu a eu droit à une vidéo de gameplay assez fournie il y a quelques jours et je pense que ça serait super intéressant de parler de cette période qui n'est pas forcément connue du grand public. Les développeurs du jeu ont d'ailleurs expliqué qu'ils se voudraient le plus fidèle possible à l'histoire, même si bien sûr ils prendront quelques libertés pour romancer notre aventure. Le jeu sortira le 17 juillet 2020 en exclusivité sur PS4 et il marque d'ailleurs la dernière grande sortie de cette génération de consoles, donc j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains. Pour résumer un peu l'histoire, on est plongé en 1274 dans un Japon féodal en pleine défensive contre les Mongols. On incarne Jin Sakai, un samouraï qui va devoir s'adapter aux nouvelles invasions au Japon. Et il va emprunter petit à petit la voie du fantôme, et je pense qu'on en apprendra bien plus dans le jeu, mais ce nom n'est pas anodin puisqu'il va susciter la peur chez les Mongols. Au fil de l'aventure, on va apprendre de plus en plus à être discret, à maîtriser l'infiltration et de nouvelles armes, ce qui ne ressemble pas forcément au code d'honneur du samouraï. C'est pour ça qu'on va avoir une réelle transition entre le Jin du début du jeu et le Jin de la fin du jeu, où on découvrira une nouvelle facette du personnage. Les développeurs ont quand même précisé qu'on pourra choisir notre manière de combattre les ennemis. Si on veut respecter le code du samouraï, on pourra, et si on veut tuer autrement, on pourra aussi. Pour ce qui est du reste de l'histoire, il ne nous reste plus qu'à découvrir le jeu le 17 juillet prochain. Maintenant qu'on connaît à peu près les bases du jeu, venons-en au fait, autrement dit ce qu'il s'est réellement passé, et surtout comment s'est déroulée cette invasion mongole au Japon féodal. Avant toute chose, je pense qu'une petite contextualisation s'impose. Est-ce que vous connaissez cet homme? Son nom vous est peut-être familier puisqu'il s'appelle Genghis Khan, et si on veut respecter la vraie prononciation, Genghis Han. Il est né vers 1155 et il meurt en août 1227. C'est une personne qui a marqué l'histoire, puisqu'on le surnomme même le roi universel. Et qu'est-ce qu'il a fait pour être appelé ainsi? Il a tout simplement créé l'empire le plus vaste du monde. Il voulait tout simplement conquérir le monde entier. Lorsqu'il est né, il ne s'appelait pas Genghis, mais Temujin, et il faut savoir qu'à cette époque, les Mongols attendaient l'être exceptionnel qui réussirait à unir les peuples et régner sur eux. Il va vivre une enfance difficile, puisque son père, qui était chef de clan, se fait assassiner, et sa famille sera tout simplement condamnée à une vie d'errance. Dans la tête de Temujin va naître une envie de vengeance et il va réussir à unir quelques tribus jusqu'à devenir Khan vers 1195. Je précise que le mot Khan signifie souverain en mongol. Il va alors promouvoir le Vasak, qui est un code de loi strict et qui s'impose à tous, et au fil des années, son peuple va prendre en puissance, son armée aussi, et il va conquérir la Chine ou encore l'empire de Khorezm qui se trouve dans l'actuel Ouzbékistan, Turkménistan et l'Iran. Il aura des successeurs qui continueront ses conquêtes, mais maintenant on va faire un petit bond dans le temps et on va arriver jusqu'à Kubilai Khan, qui est le petit-fils de Genghis Khan. Kubilai, c'est le principal concerné de la vidéo, puisque c'est lui qui va mener les deux invasions connues au Japon. Et oui, je dis bien les deux, puisqu'il y en a eu une en 1274, donc celle qu'on vivra dans Ghost of Tsushima, et il y en a eu une autre, la dernière, en 1281. Je pense qu'on vivra que la première invasion dans le jeu, et vous comprendrez très vite pourquoi dans la vidéo. Après avoir pris la Corée, Kubilai prépare son invasion pour le Japon, et son objectif va être simple, contrôler les îles de Tsushima et de Iki pour sécuriser les communications et frapper de l'intérieur le Japon. Il faut savoir que les Japonais étaient au courant de cette attaque et se sont préparés en mobilisant entre 4 et 6 000 soldats. Les Mongols ont eux rapporté 22 000 hommes. Le 4 novembre 1274, les Japonais aperçoivent des navires mongols et c'est de cette manière que commence l'invasion de Tsushima et Iki. Le 5 novembre, le combat commence entre les deux troupes et les Japonais décident de prévenir la capitale Kyushu que la guerre a commencé. Cette région est l'objectif principal des Mongols et les Japonais vont perdre énormément d'hommes et vont devoir se réfugier dans la forteresse de Dazaifu qui sera rapidement cernée par les troupes mongoles. D'ailleurs, les Mongols n'hésiteront pas à massacrer tous les habitants sans exception, sauf une femme qui va servir de messagère et montrer que Tsushima a perdu. Les Mongols vont totalement marcher sur Iki en se servant des habitants comme boucliers pour enfin débarquer sur Kyushu. Ils arrivent milieu novembre sur la baie de Hakata avec 900 navires. Et ce chiffre va totalement déstabiliser les Japonais parce que eux, ils pensaient qu'ils étaient préparés pour la guerre à venir. On parle ici de la guerre de la baie de Hakata. Les Mongols vont attaquer de tous les côtés et prendre chaque région une à une. C'est l'une des pires périodes pour les samouraïs et on comprend un peu pourquoi. Il ne leur restait plus que du courage et même ça suffisait plus. Les Mongols attaquaient en troupes et ils continuaient d'attaquer même quand les Japonais battaient en retraite. Vers la fin de cette bataille, les Japonais vont se ressaisir et ils vont faire d'énormes trous dans l'armée mongole. Ils feront même l'exploit de tuer le général Liu Fuxiang qui était assez atypique puisqu'il faisait 2,10 m de haut.
Cette perte va toucher le moral de l'armée envahissante et ils vont donc retourner sur leur bateau pour se reposer et guérir les blessures. À partir de ce moment, on se dit que les Mongols, après s'être reposés, vont faire qu'une bouchée des samouraïs résistants. Eh bien, c'est pas réellement le cas, puisque dans la nuit du 19 novembre, il y a un vent assez violent qui va finir en tempête et qui va causer de grosses pertes chez les Mongols. À cause de ce vent, des bateaux vont couler, d'autres vont se fracturer contre les rochers, et les Mongols vont pas avoir d'autre choix que de renoncer à l'attaque pour revenir en Corée. Ils vont mettre un mois pour arriver, et sur les 900 navires, il n'en restera plus que 300. Cette première attaque, elle est sujet à plusieurs théories, puisque les historiens voient cette tentative comme un test des forces de l'armée japonaise, ce qui expliquerait éventuellement pourquoi les Mongols ont abandonné aussi vite lors de cette tempête. Disons que cette première attaque, elle est envisagée comme une reconnaissance des forces japonaises, plus que comme une vraie invasion. Vient maintenant la seconde et dernière tentative, et peut-être la plus marquante et étrange. Le 13 août 1281, soit 6 ans après la première attaque, les Mongols reviennent au Japon, mais cette fois ils ne sont pas 22 000 ni 50 000, mais bien 140 000 soldats prêts à se battre et 4 200 navires contre les Japonais. L'armée nippone s'est bien préparée aussi, puisqu'une première flotte va tenter de s'approcher en juin 1281, et ça va être bien plus difficile qu'en 1274. La bataille va s'étendre jusqu'au 13 août, où un nouveau vent va se lever et fracasser énormément de navires mongols sur son passage. Kubilai va en entendre parler et va renoncer à l'idée de conquérir le Japon. Les Japonais vont voir dans ce vent une aide divine et ils lui donneront même un nom, le kamikaze ou le kamikaze, qui signifie vent divin en japonais. Les Mongols n'iront plus jamais là-bas et ils ont compris la leçon, et les Japonais resteront tranquilles jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ce qui laisse quand même une bonne marge. Ce que je trouve intéressant, et c'est d'ailleurs très malin de la part de Sucker Punch, le studio de développement de Ghost of Tsushima, c'est que même en connaissant l'histoire de cette invasion, on ne pourra pas savoir ce qui se passe dans l'histoire du jeu. On sait que Tsushima a été défait par les Mongols, mais maintenant il faut voir comment Jin, le héros du jeu, va s'en sortir face à une armée aussi grande. Je pense que ça va être très intéressant, déjà parce que vivre une période comme celle-ci c'est assez inhabituel, mais surtout on va pouvoir vivre l'occupation des Mongols de manière réaliste et sauvage, comme le veut l'histoire. D'ailleurs, en me renseignant sur le jeu, j'ai appris que les développeurs voulaient que le joueur soit dans une immersion totale et surtout qu'il se laisse guider par la nature. Par nature, ils entendaient les animaux comme les oiseaux ou les renards qui vont nous guider vers des endroits spécifiques, mais ils disent aussi qu'on pourra suivre le vent et que lui aussi nous mènera à certains endroits. Et j'interprète cet élément de gameplay comme un petit clin d'œil vu qu'ils veulent être fidèles à l'histoire du Japon et il est fort possible que ce vent porte le petit nom de Kamikaze. J'ai vraiment hâte de voir le jeu de plus près, j'ai hâte d'y jouer, et peut-être que je vous ferai une petite analyse sur le jeu si l'envie m'en prend. J'ai vu que les avis étaient très mitigés depuis le State of Play qu'il y a eu récemment, notamment sur certaines animations qu'on pourra avoir dans le jeu et le downgrade graphique. Personnellement, je vais prendre ce jeu comme tous les autres, c'est-à-dire une expérience unique, et puis là c'est encore mieux parce que je vais pouvoir apprendre plein de choses et ça va me permettre de découvrir un univers que je ne connais pas forcément. Je vous souhaite tous de faire pareil parce que je pense que le jeu vaudra vraiment le coup. En tout cas, maintenant vous êtes parés à devenir un vrai fantôme pour repousser les forces mongoles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je suis pas rentré dans les détails, j'essaye de rester le plus compréhensible possible et j'espère que ça l'est. Si j'ai oublié des détails, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez aussi me partager des idées de vidéos ou des conseils pour que je m'améliore, ce sera avec grand plaisir. N'oubliez pas de jouer au jeu et de lire des livres, c'est important. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.